On va faire tout d'abord un petit détour par la question de la machine et notamment la question du cyborg. Pourquoi? Parce que si on pense machine et biologie, ce qui vient en tête à tout le monde, c'est la question du cyborg, donc ça m'intéresse de vous présenter tout simplement ce qu'est le cyborg, comment ça a été théorisé au départ, et ça nous permettra d'introduire la question qui nous préoccupe, la question du vieillissement humain, et donc, de ce fait, la question d'un potentiel dépassement ou d'une potentielle extension de ce vieillissement. Donc, on va parler de cette biologie humaine, je vais revenir sur des éléments scientifiques, est-ce que le vieillissement, il est flexible ou non, est-ce qu'il est déterministe? Et ensuite, comment les transhumanistes, comment les mouvements transhumanistes s'intéressent à cette question du vieillissement et essayent de le dépasser. Et ensuite, je vais poser cette question un petit peu confrontationnelle, êtes-vous transhumaniste, qui est tout simplement une question qui a été posée à des scientifiques, à des biologistes. On demande aujourd'hui de plus en plus aux biologistes d'expliciter ce qu'ils font de leurs découvertes scientifiques, et c'est sous cet aspect qu'on va s'interroger à la façon dont ils présentent eux-mêmes l'humain augmenté. Alors, on va parler d'humain augmenté, du coup on va se référer tout d'abord à cette question du cyborg. Pourquoi? Parce que le mot cyborg est très mal compris en réalité. Or, le mot cyborg, par principe, dans son essence, il veut dire cybernetic organism, c'est-à-dire l'organisme cybernétique, donc par principe cet organisme technicisé, cette biologie technique. C'est un mot qui a été inventé dans les années 60 par deux théoriciens, Kleins et Klein, ça ne s'invente pas, pour la recherche spatiale. Et ça, c'est important, parce qu'en réalité, ils vont poser une question dans un contexte extrêmement spécifique. Ils vont se poser la question, je vous la lis, biologiquement, quels sont les changements nécessaires pour permettre à l'homme de vivre convenablement dans l'environnement spatial? Pourquoi ils se posent cette question? Parce qu'on est dans le contexte du lancement du premier satellite Sputnik en 1957 et du premier vol orbital habité par Yuri Gagarin dans les années 61. Donc en fait, on est ici au début, finalement, ou en plein, dans ce qu'on a appelé cette espèce de course à l'espace. Et on a des théoriciens qui se disent finalement, ce qu'il faudrait, c'est que l'organisme humain soit autosuffisant dans l'espace. C'est-à-dire qu'il fonctionne en homéostase. L'homéostase, c'est tout simplement le fait que tous vos organes internes puissent continuer à fonctionner dans un environnement qui, au départ, semble problématique pour l'organisme. Pourquoi c'est important? En fait, parce que, selon eux, aménager l'environnement, ça ne fonctionne pas, parce que, je les cite, la bulle éclate trop facilement. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est que si vous pensez à, par exemple, mettre une atmosphère artificielle sous un dôme, il est possible que ce dôme ait tellement de problèmes techniques, finalement, que ça ne fonctionne pas sur le long terme et que les humains qui sont à l'intérieur en pâtissent. Et donc ils se disent peut-être que la solution, dans le cadre de la recherche spatiale, serait d'améliorer l'être humain, son organisme. Marie-Geneviève Pincer nous dit ça très très bien dans son entrée cyborg, dans un texte qu'elle a écrit il y a une dizaine d'années. Elle nous dit « Le principe mis en œuvre est qu'il est plus aisé de contrôler chimiquement les organes, ou bien de les remplacer par des mécanismes, de modifier peut-être leur fonctionnement, et en fait d'assurer leur comportement intégré, par ce qu'on appelle une autorégulation cybernétique, que de recréer un environnement dans lequel l'être humain vivrait comme dans une bulle. » Quand elle parle de remplacer des mécanismes, contrôler chimiquement les organes, c'est tout simplement parce qu'au départ, dans leurs travaux, Kleins et Klein, qui sont des scientifiques, du moins pour l'un d'eux est un scientifique et l'autre est un théoricien en sciences sociales, leurs travaux sont assez intéressants parce qu'ils vont récupérer des objets techniques modernes de leur époque et se demander comment les appliquer à l'humain. Donc c'est pas uniquement théorique. Ils essayent vraiment de récupérer des objets techniques et de se dire comment ça fonctionne. Donc voilà le principe de base du cyborg. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le cyborg dans nos imaginaires, c'est tout autre chose. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, on voit que ce terme qui au départ est produit dans le cadre de la recherche spatiale, finalement, n'est pas un terme de fiction au départ, et qu'en réalité, il va être récupéré par la fiction. Et en fait, ce qu'on comprend très bien, c'est que dans cette question de la mécanisation du vivant, il y a toute une partie qui relève de la recherche et toute une partie qui relève de la fiction et de la médiatisation. Et en fait, ça, c'est important à garder en considération. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de perspective unilatérale sur ces éléments. Il y a une partie de recherche. Et je présenterai ces éléments liés à la recherche sur la question du vieillissement. Mais il y a aussi une partie qui relève de la fiction. Et notamment, bon voilà, le cyborg, c'est cet être qui est extrêmement menaçant. L'exemple emblématique, c'est Terminator, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que Kleins aussi est horrifié dans les années 90 par la récupération de son concept. Il répète que son idée au départ visait à libérer les facultés humaines du contrôle des paramètres de la survie dans l'espace et que ça a été absolument récupéré par les médias dans le cadre des fictions et qu'aujourd'hui, en fait, ce n'est plus du tout ce qu'il avait anticipé au départ. Et ça nous permet néanmoins d'introduire la question de ce corps-machine. La question que je vais poser aujourd'hui, finalement, c'est si on prend un axe un petit peu particulier, qui est peut-être moins connu,
que l'enjeu n'est plus juste d'augmenter la spatialité humaine en lui permettant d'aller dans l'espace, mais que l'enjeu c'est d'augmenter la temporalité humaine en lui permettant de dépasser la mortalité, et bien sur quoi repose la mécanisation du vivant dans ce cadre-là. Et donc c'est un cas qui est méconnu, mais qui me semble aussi révélateur de tensions philosophiques et qui est aussi, bien entendu, ancré dans des travaux en philosophie de la biologie et en philosophie de la biologie de l'évolution notamment, qui sont des travaux aujourd'hui que je mène avec des théoriciens et des biologistes notamment. Donc, de la fiction au réel et réciproquement, introduction à la question de l'augmentation humaine, c'est un cas spécifique, celui du vieillissement et de l'immortalité. Je vais, comme je l'ai introduit, vous rappeler tout d'abord des éléments scientifiques. Qu'est-ce que le vieillissement ? Les organismes, on sait aujourd'hui qu'ils vieillissent lorsqu'ils fonctionnent tout simplement de moins en moins bien, et qu'ils deviennent de ce fait plus vulnérables. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que le vieillissement, c'est un processus qui est complexe, d'une part. Ce n'est pas du tout un processus qui est uniforme ou homogène. Il est constitué de dysfonctionnements partiels, c'est-à-dire qu'on vieillit tous de manière différente et que ce n'est pas chez chacun la même chose qui lâche en premier, en quelque sorte. Et il ne s'agit donc pas de comprendre quelque chose qui va être homogène, par exemple un programme génétique dans la biologie humaine qui ferait qu'on vieillit de manière naturelle, mais il s'agit de comprendre un ensemble de phénomènes qui ne sont pas régulés et en fait qui sont dus tout simplement à l'incapacité de la sélection naturelle à prolonger l'existence d'un individu dans des cas, finalement, qui sont beaucoup trop longs sur des temporalités qui ne sont pas faites pour lui. Donc en fait, le principe du vieillissement, c'est que les organismes vont moins résister à des menaces externes. De ce fait, on part du principe que le vieillissement n'est pas une maladie. Le vieillissement, c'est un phénomène naturel qui va favoriser l'apparition de maladies. Et ce sont souvent de ces maladies-là dont on va décéder à la fin. Par exemple, Alzheimer, ou par exemple, des cancers. Donc en fait, le vieillissement n'est pas une maladie, et ça c'est important à prendre en considération. Les scientifiques, aujourd'hui, ils vont progresser dans la compréhension du fonctionnement du vieillissement. Ils vont se rendre compte que c'est multifactoriel, qu'il y a des éléments évolutionnaires, qu'il y a des éléments qui sont liés au microbiome des individus, qu'il y a des éléments qui sont liés à la génétique, à l'épigénétique, et donc en fait, qu'il y a un ensemble de facteurs différents qui sont liés à cette question-là. Et ce qu'on remarque finalement, et qui est intéressant, c'est que dans la nature, le vieillissement, il est hautement flexible. Les organismes de différentes espèces ne vieillissent pas du tout de la même manière, et même au sein, bien entendu, d'une même espèce. Donc je prends un petit peu de temps, mais il me semble important à mettre en place. Il faut distinguer deux éléments. La durée de vie d'une espèce et son espérance de vie. La durée de vie d'une espèce, c'est finalement la durée de vie maximale qu'un individu spécifique de cette espèce a réussi à atteindre. Donc par exemple, chez l'être humain, si vous regardez ce graphe, vous voyez que vous avez un humain vers 120. Un petit humain, tout petit, avec marqué human en dessous. Parce qu'il y a quelques individus humains qui ont atteint les 121, 122 ans. Donc ça, c'est la durée de vie maximale, observée chez certaines espèces, c'est-à-dire le nombre maximum d'années qu'un individu d'une espèce a atteint. À distinguer de l'espérance de vie, qui est l'âge auquel la moitié d'une population est encore en vie, c'est-à-dire quelque chose de statistique, c'est une moyenne. L'espérance de vie, c'est la moyenne, la durée de vie moyenne d'une espèce. Donc par exemple, pour les tortues, ça dépend bien entendu de tortues, on est entre 80 et 150 ans. Pour les chiens domestiques, c'est 10 à 13 ans, alors que si vous prenez sa durée de vie maximale, vous trouvez le chien domestique au niveau des 30 ans. Donc ça veut dire qu'il y a certains individus de chiens domestiques qui ont réussi à atteindre les 30 ans. Et pour l'être humain, on est à environ 70 ans pour les hommes et 75 ans pour les femmes. Pourquoi et comment ? Chez l'être humain, c'est extrêmement particulier, parce qu'en fait, l'espérance de vie humaine, elle ne dépend pas uniquement de facteurs biologiques. L'espérance de vie humaine, elle dépend de facteurs également sociopolitiques, géostratégiques, géographiques, tout simplement, également temporels, de la période à laquelle vous êtes né. Pourquoi ? Depuis les années 60, il y a eu un bond faramineux dans l'espérance de vie humaine. On est passé en moyenne de 50 ans à 70 ans pour les hommes, et de 55 à 75 ans pour les femmes. On parle de 20 ans de plus, de moyenne mondiale, en 60 ans, basiquement, 60-70 ans. C'est absolument faramineux. Et en fait, cette explosion, finalement, de l'espérance de vie humaine, elle s'explique par des facteurs qui sont biologiques, qui sont sociologiques, qui sont économiques, politiques, et en fait, qui vont varier à l'intérieur également des régions du monde. Ça, c'est fondamental. Globalement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on n'est pas tous géographiquement à la même enseigne à cet égard. Ce graphe, il a l'air un peu intimidant. En fait, il est assez simple. 1800, en rouge, vous voyez en Inde, par exemple, une espérance de vie à 25 ans, tout à gauche. Aux USA, on est vers les 30-40 ans.
d'accord. 1950, on a un bond, mais pas un bond équivalent partout. En Inde, certes, on arrive à prendre une dizaine d'années d'espérance de vie, on est à 35 ans en moyenne d'espérance de vie. Aux USA, on arrive à 70 ans d'espérance de vie. Et aujourd'hui, c'est un graphe qui est publié en 2012, celui-là, on a des populations en Afrique, notamment, on voit, qui sont à 50 ans en moyenne d'espérance de vie, tandis que des populations, par exemple aux USA, si on reprend la même métrique, ou bien par exemple au Japon, en Australie, etc., qui sont à 80 ans d'espérance de vie. Donc en fait, on se rend compte là que clairement, la biologie humaine, et notamment le vieillissement humain, ne dépend pas uniquement de facteurs biologiques. Et ça va être absolument fondamental. Il dépend de facteurs qui sont également sociologiques, économiques, politiques, des systèmes de santé des différents pays, etc. Du coup, le vieillissement en général va nous interroger. On va se rendre compte que ce n'est pas du tout un phénomène qui est homogène, que toutes les espèces vieillissent différemment, que les individus à l'intérieur d'une même espèce vieillissent différemment, et donc il y a de multiples causes au vieillissement, plusieurs théories, qui ne s'opposent pas nécessairement. Et en fait, la question que cela pose, c'est, étant donné sa flexibilité, la question qu'on peut poser aujourd'hui, c'est le vieillissement peut-il être considéré comme une maladie, c'est-à-dire tout simplement comme quelque chose que techniquement on pourrait repousser. Ça sert finalement de point d'accroche au transhumanisme, pour contester la nécessité du vieillissement, donc le considérer de façon pathologique, et pour proposer des solutions techniques d'intervention sur le corps humain qui seraient thérapeutiques. On y reviendra. Du coup, transhumanisme et vieillissement, comment tout cela fonctionne et quelles sont les théories immortalistes qui vont naître de cette flexibilité du vieillissement? Si je vous dis transhumanisme, vous avez peut-être en tête l'une de ces œuvres. Ce sont des jeux vidéo, ce sont des séries, ce sont basiquement des univers fictionnels qui interrogent la question de l'humain augmenté. À partir du moment où on pense humain augmenté, on pense très rapidement au transhumanisme, naturellement. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit ici? Ce dont on s'aperçoit ici, c'est que ces imaginaires techniques, pour les personnes qui connaissent ces séries, ces jeux, etc., ce sont généralement des imaginaires dystopiques, d'une part. C'est-à-dire qu'ils vont généralement avoir, par exemple, une dimension militaire, ou bien une dimension gouvernementale, une dimension eugéniste, par exemple, l'idée d'une privation des libertés individuelles, l'idée d'une monstruosité aussi du corps modifié, bien entendu, et puis l'idée d'une dangerosité, finalement, et d'une potentielle émancipation d'objets techniques, par exemple les robots, les IA, ce qui est un thème naturellement qui aujourd'hui fait beaucoup parler. Et donc, en fait, étant donné tous ces imaginaires, et finalement la façon dont le transhumanisme est médiatisé, on peut s'interroger sur ce qu'est réellement le transhumanisme, et si finalement, quand il a des théories immortalistes, et qu'il nous dit qu'on pourrait prolonger l'espérance de vie, ce qu'il y connaît finalement à la biologie. Ça va être la question. C'est-à-dire, est-ce que le transhumanisme est absolument dans un espace de fiction, ou est-ce que le transhumanisme s'appuie sur des théories en biologie notamment pour essayer d'expliciter comment prolonger l'espérance de vie humaine. Ce qui est intéressant à connaître, c'est que au départ, le transhumanisme, ça a été un terme qui est apparu dans le paysage intellectuel français dans les années 30 par l'ingénieur Jean Coutreau, qui était ami avec deux frères qui sont très connus, Julian Huxley et Aldous Huxley. Donc, en fait, c'est au texte de Julian Huxley, Transhumanism, qu'on doit majoritairement ce terme. Julian Huxley, c'est un biologiste britannique. Comme je vous le disais, c'est le frère d'Aldous Huxley. Je pense que vous connaissez tous son texte majeur, un petit peu Le meilleur des mondes, à mon avis, qui est finalement cette critique de la systématisation étatique, de l'intervention technique, notamment sur la biologie des êtres humains. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, Julian Huxley et Aldous Huxley ont des perspectives qui se confrontent légèrement, parce que Julian Huxley a une perspective plutôt optimiste vis-à-vis, en tant que biologiste, vis-à-vis des avancées techniques et scientifiques de son époque. Ils sont dans un contexte un peu particulier. Vous voyez les dates, par exemple, 39, on est quelques jours avant la déclaration de la Seconde Guerre mondiale. Il co-signe avec d'autres très grands biologistes de l'époque. Vous connaissez peut-être Haldane, vous connaissez peut-être, si je lis un petit peu Müller, qui sont assez connus aujourd'hui, des grands biologistes de leur époque, donc, qui co-signent un texte un peu particulier, qui est un texte eugéniste, progressiste de gauche. Et oui, ça existe.
On pourra en parler à la fin. Je ne vais pas m'étendre sur ce que c'est que l'eugénisme là tout de suite, sinon vraiment il faut 1 ou 2 heures de plus aussi. Mais si vous avez des questions sur ça, il n'y a pas de souci, à la fin on peut en discuter. C'est intéressant parce qu'en fait, le contexte de l'eugénisme ici est présenté de cette façon. Il part du principe que les avancées scientifiques et techniques, finalement, n'ont de véritable valeur, mais il pense à des avancées biologiques, à des avancées génétiques, mais n'ont de véritable valeur que si elles s'accompagnent de progrès sociaux et politiques. Et donc ça, c'est le point fondamental de leur propos eugéniste de gauche, si vous voulez, qui a été co-signé ici, et qui mène plus tard à ce texte sur le transhumanisme. C'est dans cette lignée donc que ce texte s'inscrit, et qu'est-ce qu'il nous dit exactement ? En fait, ce qu'il va nous dire, c'est que le transhumanisme, ce serait un mouvement qui chercherait à articuler une perspective sociopolitique progressiste avec l'émergence de nouvelles découvertes scientifiques. Et pour lui, bien entendu, dans le champ de la biologie, l'émergence de découvertes en génétique et en génomique. Il nous écrit « L'exploration enthousiaste mais scientifique des possibilités et des techniques permettant de réaliser nos espérances les rendons rationnelles. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, finalement, on ne peut pas savoir plus tard quelles seront les vraies avancées techniques. En cela, il n'avait pas totalement tort. Je ne pense pas qu'il aurait absolument pu prévoir, par exemple, le développement de l'IA tel qu'on l'a aujourd'hui. Et en fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut une exploration scientifique et technique qui soit enthousiaste. Et en fait, qu'au fur et à mesure de cette exploration, on verra bien finalement ce qui était réalisable ou pas à la fin. Et en fait, c'est assez intéressant parce que ce qu'on voit ici, c'est quelque chose qui va être fondamental au transhumanisme, c'est-à-dire une perspective optimiste. Chose qui, généralement, n'est pas très bien connue dans le transhumanisme. Le principe du transhumanisme, comme on l'a vu juste avant, c'est de nous renvoyer à des imaginaires dystopiques, alors qu'en réalité, les mouvements transhumanistes sont fondamentalement optimistes vis-à-vis de la technique. Je vous en parlerai juste après. Et donc il nous dit on a besoin d'un nouveau nom pour cela, le transhumanisme finalement, où l'homme demeurera l'homme, il n'a pas du tout de projet d'humain qui nous semblerait aujourd'hui faramineux, mais se transcendant en réalisant les possibilités de sa nature humaine et à leur avantage. Et on revient ici à ce que vous disiez juste avant, c'est-à-dire cette question du corps humain comme premier instrument de l'homme qu'on trouve chez Marcel Mauss, ce genre de choses. Donc vous avez toute une branche de l'anthropologie de la technique qui nous dit bien, comme ça a été dit, que l'être humain est un être technique par nature. Je ne vais pas revenir là-dessus spécifiquement, mais c'est un des points qui est notamment mis avant dans ce type de texte. Un transhumanisme contemporain maintenant. Qu'est-ce que sont les transhumanismes aujourd'hui ? Que sont les transhumanismes aujourd'hui ? Je vous ai mis ici 3 grands noms qui sont emblématiques du transhumanisme. Vous avez Max More, vous avez Nick Bostrom, vous avez Raymond Kurzweil. Pourquoi ? Vraiment parce que si vous pensez à un des 3, ils sont connus quasiment que pour ça. C'est vraiment un thème majeur de leurs travaux. Je dis leurs travaux, mais leurs publications en général. Cela dit, certains d'entre eux sont effectivement des chercheurs. Max More, par exemple, la grande question qu'il pose, c'est est-ce qu'on pourrait tous choisir finalement et être responsables de ces pratiques d'augmentation humaine ? Donc en fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'il est dans une perspective libertarienne, tout simplement, où il a envie que chacun puisse décider de ses propres possibilités d'amélioration corporelle. Vous avez Nick Bostrom en parallèle qui ne parle pas du tout de ça, mais qui nous dit moi ce qui me préoccupe c'est l'intelligence artificielle, et donc ses travaux mettent l'accent sur les potentialités offertes par l'IA, mais aussi le fait que l'IA peut être un risque existentiel pour l'être humain, et du coup qu'il faudrait anticiper des règles éthiques vis-à-vis de l'IA. Et vous avez Raymond Kurzweil, qui n'a encore rien à voir, qui théorise ce qu'on appelle aujourd'hui la singularité, qui vient des travaux de Vernor Vinge, où il nous dit il y a un moment finalement où l'IA dépassera l'intelligence humaine et rendra l'intelligence humaine obsolète. On arrivera dans une forme post-humaine d'intelligence. Pourquoi je vous montre ces 3-là ? C'est aussi parce qu'en fait, ils sont, comme vous le voyez, extrêmement différents. En fait, ils parlent de choses qui sont en soi très diverses, et c'est ça qui est intéressant avec les mouvements transhumanistes, au sens où ces mouvements, on ne peut pas parler de transhumanisme au singulier, tout simplement. Ces mouvements sont fondamentalement hétérogènes sous plein d'aspects. Vous avez des approches transhumanistes athées, naturellement, mais vous avez aussi des approches transhumanistes religieuses. Vous avez la Christian Transhumanist Association, qui existe, vous avez la Mormon Transhumanist Association, et eux, leurs objectifs à ces associations, c'est, grâce à la technique, de réaliser un objectif de ces mouvements religieux qui est la théosis, c'est à savoir le salut de l'être humain par son union au divin, et qui nous disent, via l'augmentation technique, on pourrait y arriver. Et vous avez bien entendu une distinction à faire aujourd'hui entre des mouvements californiens issus de la Silicon Valley, on connaît tous, qui du coup naturellement ont un poids économique considérable, mais également un poids politique, et à côté de ça des associations nationales. Par exemple, vous avez en France l'association française transhumaniste,
qui n'ont pas de poids politique ni économique, qui sont basiquement des cercles de parole et de réflexion. D'accord ? Donc en fait, c'est assez intéressant parce que vous allez avoir des acteurs très différents au sein du transhumanisme. Le point commun qu'on peut soulever, c'est la technophilie du transhumanisme. Technophilie, philosophie, Philein, Sophia, l'amour de la sagesse, technophilie, c'est pareil, c'est l'amour de la technique, quoi. Mais un amour de la technique qui passe finalement par la confiance dans les progrès de la technique. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ils ont une idée vis-à-vis de la technique qui est qu'il y a non seulement une faisabilité de l'augmentation de l'être humain, mais en plus une désirabilité d'améliorer l'individu. Et du coup, maintenant qu'on a brossé un peu ce que c'est que le transhumanisme, on peut s'interroger, est-ce qu'il y a une position commune des transhumanistes à propos du vieillissement, étant donné justement la diversité des mouvements. La revendication transhumaniste, c'est que le vieillissement, c'est une maladie. Donc que l'amélioration humaine passerait par des pratiques anti-âge, et que ça s'inscrirait ici dans un cadre thérapeutique, et pas dans un cadre uniquement d'augmentation. Vous avez le transhumaniste français Didier Kernel qui nous dit « Le fait que le vieillissement soit universel n'empêche pas de chercher à le dépasser, n'empêche pas qu'il soit pathologique. » Et il prend un exemple, il nous dit « La grippe est quasiment universelle, et pourtant, c'est considéré comme une maladie. » Il nous dit également « Le fait que le vieillissement soit inévitable et irréversible n'empêche pas de considérer que c'est une maladie, qu'il est pathologique. Pourquoi ? Parce que nous avons aujourd'hui des maladies considérées toujours comme irréversibles, ou en tout cas dans des états de réversibilité très difficiles à atteindre, comme Alzheimer ou le sida, qui ne sont pas naturalisées pour autant et qui sont considérées comme des maladies. Donc ça, c'est le propos transhumaniste à cet égard, qui est résumé finalement dans un texte de Max More. Un texte important parce que fondamental aux transhumanistes eux-mêmes, bien j'entends, des années 90, qui a été republié en 2013. Je vous le lis. « Chère mère nature, nous te sommes vraiment reconnaissants pour ce que tu as fait de nous, cependant, sauf ton respect, nous devons constater que tu as fait un travail médiocre pour ce qui est de la constitution humaine. Tu nous as fait vulnérables aux maladies et aux blessures, tu nous as voués au vieillissement et à la mort. Ce que tu as fait de nous est magnifique mais profondément imparfait. Nous avons décidé qu'il était temps d'amender la constitution humaine. » Et donc le premier amendement proposé par Max More relève justement de cette question du vieillissement. C'est là où on voit que c'est vraiment une des questions fondamentales. Quand on parle d'humain augmenté, on ne peut pas juste penser « ouais, on va courir plus vite ». C'est pas vraiment ça leur enjeu en fait. Leur enjeu, c'est des choses qui sont constitutives de l'expérience humaine, comme le vieillissement. Et il nous dit « Nous ne tolérerons plus la tyrannie du vieillissement et de la mort ». Et après, il cite un ensemble de techniques possibles, envisagées en tout cas, et il nous dit, via des altérations génétiques, des manipulations cellulaires, des organes synthétiques, nous allons nous doter d'une vitalité durable et supprimer notre date d'expiration. Chacun décidera pour lui-même du temps qu'il veut vivre. Sur cette dernière phrase, on reconnaît Max More et sa théorie libertarienne du transhumanisme, où vraiment l'idée pour lui, c'est que chacun ait les moyens de décider de ses propres possibilités d'amélioration. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est ce qu'on va explorer. C'est sur quoi repose finalement cette augmentation humaine que prônent les mouvements transhumanistes, qu'est-ce que c'est que cet amendement de la Constitution humaine, et finalement ça va nous amener à poser des questions périphériques mais importantes comme qu'est-ce que c'est que la santé et la médecine, et comment le vieillissement peut être considéré comme la question du soldat augmenté. C'est une préoccupation militaire et stratégique. Il y a aujourd'hui des textes, des comités d'éthique de la défense française, et puis internationale, je suis moins renseigné sur ce qui se fait à l'étranger, sur cette question-là, du soldat augmenté. Donc, c'est pas uniquement un terme qui est utilisé de manière très, finalement, qui relève uniquement de la fiction et qui est utilisé uniquement dans ce domaine, mais c'est vraiment un terme qui aujourd'hui commence à avoir une implication politique importante. Ce qui est intéressant ici, c'est que finalement, ce que c'est qu'une augmentation, ça va être très compliqué à définir. On va se rendre compte que vous avez des objets frontières qui du coup brouillent cette frontière entre thérapie et augmentation. Je vous ai pris un exemple, ici c'est Neil Arbisson et son iBorg. Ça peut sembler très impressionnant, ça peut l'être effectivement. Qu'est-ce que c'est que cet iBorg ? Il faut savoir que c'est donc une antenne qui lui est implantée dans le crâne. Pourquoi est-ce qu'il a ça ? Ce qui est intéressant, c'est que cet iBorg lui permet, je vais entendre un gasp, cet iBorg lui permet d'entendre les couleurs. Gasp. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en réalité, les couleurs, on sait bien, ce sont des longueurs d'onde aussi, donc effectivement, en théorie, ce n'est pas absurde, quoi.
Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en réalité, il est daltonien achromatique, c'est-à-dire qu'il ne voit qu'en noir et blanc. Et donc, pour lui, ça représente un objet thérapeutique, tout simplement, au sens où ça lui permet d'accéder à un sens qui est possédé par les 3/4 de la population, mais pas par lui en tant qu'individu. Ce qui est intéressant également, c'est que du fait de pouvoir entendre les couleurs, il accède en réalité à un sens qui n'est possédé par aucun d'entre nous. Et paradoxalement, également, il accède à des couleurs que nous ne voyons pas. Par exemple, il est capable d'entendre les infrarouges et les ultraviolets. Et donc en fait, quand on parle d'objets frontières, c'est à ça qu'on réfère. Parce qu'aujourd'hui, il y a une immense littérature en philosophie de la médecine, en philosophie du handicap, et à laquelle je participe en tant que chercheuse, mais qui généralement est travaillée par des chercheurs très très compétents sur ces questions, et qui vraiment essayent d'interroger ce que c'est qu'une interface, et ce que c'est qu'une prothèse, et finalement, qu'est-ce qui relève de l'augmentation et de la thérapie. Donc voilà, ça c'est juste pour vous montrer finalement que la question de l'amélioration humaine et de l'augmentation humaine, en réalité, est plus complexe qu'il n'y paraît. Même si on ne va pas forcément revenir sur ça en tant que cœur, mais voilà. De ce fait, c'est ce qui permet à des transhumanistes de vraiment se poser la question d'est-ce qu'on n'est pas naturellement transhumain. Au sens où l'augmentation humaine pourrait être constitutive de l'humanité, selon eux, parce qu'en fait, dès que vous utilisez une prothèse, que ce soit pour entendre un peu mieux ou autre, vous pouvez déjà être dans le cadre de l'utilisation d'outils qui feraient de nous des transhumains, selon eux. Vous avez des théoriciens comme Andy Clark qui dit « nos outils sont nous, et l'ont toujours été », qui nous dit « nos cerveaux sont essentiellement les cerveaux de cyborgs nés, finalement », c'est-à-dire des cerveaux, en réalité, dont la biologie accepte également des augmentations techniques. Donc voilà, cette idée, c'est finalement de revenir sur le fait qu'on a toute une corporéité biologique qui peut inclure une forme de mécanisation et où la question de l'opérativité et de la mécanisation du vivant, donc, reste fondamentale au discours transhumaniste, mais sont également, on le verra un petit peu, récupérées de plus en plus par les discours scientifiques eux-mêmes. Et du coup, pour le vieillissement, comment ça se traduit? Je regarde rapidement le... Petite goutte de sueur. Quelle augmentation pour contrer le vieillissement? Il faut savoir que déjà on fait une distinction entre amortalité et immortalité. La mortalité, c'est l'allongement de la durée de vie en bonne santé, c'est-à-dire que la mort existe. Ça veut dire, par exemple, qu'elle peut être le résultat d'un accident, elle peut être le résultat d'une décision volontaire. Et comme on le voit sur le site de l'Association française transhumaniste, l'objectif pour le vieillissement, c'est l'immortalité, c'est-à-dire une mort choisie et non une mort subie. C'est leur slogan. L'immortalité, au contraire, c'est le principe d'une longévité impérissable, c'est-à-dire que vous êtes dans l'incapacité de mourir. En parallèle, vous avez des travaux sur la réjuvénation et des travaux sur le longévitisme. La réjuvénation, c'est de revenir à un état de santé de personne un peu plus jeune. Donc, par exemple, vous atteignez un certain âge et vous redevenez légèrement plus jeune. J'en parlerai peut-être, bon, j'en parle maintenant, comme ça c'est fait, si j'y pense pas. Mais globalement, c'est aussi des travaux qui aujourd'hui, pour des biologistes, ne sont pas absurdes. Au sens où vous avez aujourd'hui des phénomènes de réjuvénation chez les souris. Vous avez des biologistes qui travaillent par exemple sur les télomères. Le télomère, c'est donc une structure nucléoprotéotique, je vous épargne les détails, mais globalement, c'est une structure qui rétrécit tout le long de la vie humaine, la vie du vivant. Et en fait, plus elle est petite, plus elle indique un dysfonctionnement, et plus elle va entraîner les autres structures physiologiques à dysfonctionner. Et en réalité, il est possible de la rallonger légèrement. Et en fait, vous avez aujourd'hui des scientifiques biologiques qui s'intéressent à cette question du vieillissement, et qui du coup tentent de rallonger le télomère, ce qui a déjà été fait, ce qui a produit une réjuvénation des souris. C'est-à-dire des souris vieilles qui sont redevenues jeunes. Et je veux dire, leur poil est redevenu tout à fait brun ou luisant, enfin je ne sais pas comment on dit. Et puis vous avez, elles ont récupéré des capacités de reproduction, ce genre de choses. Donc en fait, vous avez vraiment des processus de réjuvénation qui aujourd'hui sont travaillés par des biologistes. À savoir que juste sur la question des télomères, ce sont aussi des structures qui sont cancérigènes et du coup, ce n'est pas du tout envisagé sur l'être humain parce qu'on se rend compte qu'il y a forcément toujours quelque chose qui vient. Je vois des gens qui me disent ah mince, c'est raté. Voilà, il y a toujours quelque chose qui vient contrevenir finalement à cette possibilité technique, bien sûr. Et le longévitisme, c'est l'idée de prolonger la durée de vie en bonne santé sans mécanisme de retour. C'est juste simplement prolonger cette durée de vie. Je vous ai pris ici un texte un petit peu dense, mais qui récapitule très très bien les choses, qui est un texte, comme je vous le disais, de Didier Corneille, pour rappel, qui est un transhumaniste français.
Il nous dit l'objectif pour nous c'est l'immortalité, ou encore l'immortalité biologique. Il s'agit d'arriver un jour à vaincre les mécanismes de sénescence, donc la sénescence est un synonyme du vieillissement, et de permettre à l'être humain ce qui est possible pour un certain nombre d'êtres vivants. Par exemple des arbres qui peuvent devenir millénaires. Il nous dit l'objectif n'est pas l'immortalité, c'est-à-dire l'impossibilité de mourir. Déjà, c'est ni envisageable ni souhaitable, parce que d'autres sources de décès seraient envisageables et souhaitables. Et ensuite, il ne serait pas interdit de mourir, au sens où ceux qui ne souhaiteraient pas utiliser ces thérapies ne seraient pas obligés, bien entendu, de les utiliser. De la même façon qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de soigner vos maladies, parce qu'ils partent du principe vraiment que le vieillissement serait pathologique. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux mécanismes dans ce discours. Une inscription de discours dans le contexte de la biologie, avec une référence à la question de la sénescence et au statut des autres êtres vivants, qui est un enjeu de légitimité scientifique pour les transhumanistes. Et l'inscription de ce discours dans une légitimité épistémologique, c'est-à-dire dans une réflexion plus large, éthique, politique, où on dit bien « il ne serait pas interdit de mourir ». Enfin voilà, ils inscrivent leur discours dans quelque chose qui est un petit peu plus large que juste leur propre théorie. Le problème du corps-machine, en fait, finalement, c'est celui qui est soulevé par ce que je vous explique. Or, ce problème du corps-machine, c'est déjà celui qu'on voit dans la théorie du cyborg. Et finalement, ce corps augmenté pour ne plus vieillir, il pourrait être augmenté de plein de manières différentes, au sens où, étant donné que pour le moment, on ne sait pas le faire, on peut imaginer tout ce qu'on veut, tout simplement. Et du coup, ce qu'on nous dit, c'est que c'est possible, peut-être génétiquement, d'augmenter ce corps, avec de l'ingénierie génétique. Je vous ai parlé de l'exemple des souris juste avant. Peut-être de rendre ce corps absent. C'est là le principe du mind cloning. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, mais c'est cette idée de transférer l'esprit ou l'information sur un support numérique. Tout simplement, c'est intéressant parce que là, en fait, ça implique une certaine théorie de l'identité. C'est-à-dire que vous partez du principe que l'identité humaine repose sur l'information qu'il constitue. Alors qu'en réalité, on pourrait adopter d'autres principes philosophiques et dire que l'identité repose aussi sur votre corporéité. C'est-à-dire que la vie est vécue. C'est-à-dire que toutes nos vies vécues, donc notre corporéité est importante dans la définition de notre identité. En réalité, si vous adoptez un principe basé sur le mind cloning, vous dites non, l'information c'est ce qui constitue votre identité, donc cette information pourrait être transposable. Et finalement, le dernier sur lequel je vais revenir un petit peu, c'est celui du corps en stase, la cryonie. Vous connaissez peut-être ce terme de cryonie, c'est un procédé de cryoconservation, donc globalement une conservation à très basse température des corps décédés, dans l'espoir que de futures avancées plus tard pourraient rendre possible de les ressusciter. Je vais passer extrêmement vite, mais ce qui est intéressant, c'est que dans les entreprises de cryonie, ça existe à l'heure actuelle, vous avez des entreprises de cryonie, si vous voulez, c'est très très cher aux USA, qui peuvent vous cryoniser ou bien le corps en entier, ou bien la tête. En fait, conserver la tête, ça rebondit exactement sur ce que je disais avant, c'est une théorie de l'information. C'est-à-dire que vous partez du principe que votre identité repose sur l'information, et notamment l'information neuronale. Donc, vous ne conservez que la tête. C'est intéressant parce qu'à d'autres époques ou dans d'autres cultures, par exemple, on pourrait dire que c'est le cœur. Donc en fait, on se rend compte que c'est aussi un business occidental, en quelque sorte. Ce qui est intéressant, en réalité, c'est que les premières théories sur la cryonie, elles ont été inspirées de découvertes scientifiques réelles, et notamment sur la cryopréservation des gamètes, donc ovocytes et spermatozoïdes. Quand, dans les années 60, Robert Ettinger, je vous ai mis son livre à gauche, propose le terme de cryonie et avec l'idée de cryoniser l'être humain pour le maintenir en stase, lui, c'est parce qu'il est impressionné par la cryopréservation des gamètes à son époque. C'est en fait, finalement, on a réussi à cryopréserver des ovocytes, des spermatozoïdes, et à plus tard les rendre de nouveau opérants en dehors de la cryonie. Et c'est ça qui l'impressionne, et c'est pour ça qu'il transpose cette idée sur l'organisme humain complet, en disant on pourrait peut-être effectuer la même chose pour les êtres humains. Et du coup, c'est intéressant parce qu'en fait, on voit que ce principe, il est inspiré de théories scientifiques au départ, qui ont été ensuite extrapolées. Ok. Ce qui est intéressant aussi à savoir pour l'anecdote, c'est que la cryonie, aujourd'hui, elle a été réalisée et effectuée par des personnalités aussi politiques, par exemple Lénine, qui a été cryonisé, et qui est cryonisé depuis son décès du coup, mais suivant, et à chaque fois qui est cryonisé de manière différente, suivant le développement des techniques de cryonie. Donc vous avez comme ça des personnalités importantes aujourd'hui qui envisagent ça et puis qui l'ont déjà été. Ce qui est intéressant avec la cryonie, c'est quoi ?
c'est que pour le transhumanisme, il y a deux éléments qui vont être à mettre en avant ici. Je vous les résume très simplement, mais globalement, il y a des enjeux scientifiques. À savoir, je vous ai dit juste avant, la cryonie est basée sur la cryopréservation des gamètes, c'est-à-dire c'est ça qui a inspiré Ettinger. Eh bien, c'est toujours ça qui inspire les transhumanistes aujourd'hui. Vous avez des transhumanistes comme Natasha Vita-More qui vont travailler sur la cryonie des C. elegans, qui sont des tout petits micro-organismes, et qui vont se demander si, par exemple, on pourrait conserver la mémoire chez ces organismes, et donc conserver la mémoire chez l'être humain. Donc en fait, il y a toujours une sorte de parallèle qui est mis en avant avec les théories scientifiques et biologiques, actuelles cette fois. Mais vous avez aussi des enjeux économiques, bien entendu, on parle du transhumanisme. Vous avez des auteurs transhumanistes qui sont économiquement investis dans les entreprises de cryonie, par exemple Max More, l'un des plus grands transhumanistes à l'heure actuelle, qui est l'un des directeurs de Alcor Life Foundation, qui est donc une très grosse entreprise de cryonie, voire la plus grosse entreprise de cryonie actuellement aux USA. Donc, en fait, ces enjeux scientifiques et idéologiques vont rebondir sur des enjeux économiques et politiques, naturellement. Vous avez, c'est un exemple que je vous prends très rapidement, tout simplement pour faire la démonstration, mais un magazine qui s'appelle The Immortalist Magazine, qui est un magazine transhumaniste, très important aux USA, au sens où, en très peu de temps, il a réussi à avoir des interventions et des articles de figures transhumanistes majeures. Et en fait, où on se rend compte, si on regarde juste la table des contenus, le sommaire de plusieurs de ces numéros, qu'en réalité, c'est un enjeu fondamental. La question de l'immortalité, c'est une des questions principales quand on pense à l'humain augmenté pour les transhumanistes. C'est pas juste, est-ce qu'on pourrait juste, comme je vous le disais, courir plus vite, avoir des ailes, etc. La question de l'immortalité, c'est une des questions de l'humain augmenté fondamentale aujourd'hui pour les transhumanistes. Je vous ai mis d'autres sommaires, mais c'est pas très... Voilà. C'est parlant. Ce qui est intéressant, c'est que ces transhumanistes, ils vont faire de la vulgarisation scientifique. Et là, je pense qu'on touche à un point important. À savoir, les transhumanistes vont pas juste partir du principe que c'est de la fiction, mais ils vont insérer leur discours dans des travaux scientifiques. Par exemple, vous avez ici la revue de l'organisation ILS, LC Life Extension Foundation, Society, qui du coup va reprendre dans toutes ces revues, tous ces numéros mensuels, qui s'appellent La mort de la mort, donc c'est très parlant, qui va reprendre à chaque fois des théories de scientifiques, de biologistes, en biologie moléculaire, en biologie cellulaire, en biologie de l'évolution, etc. Et donc en fait, ils vont s'appuyer sur les travaux des biologistes, d'une part pour essayer de légitimer leur discours, mais aussi parce que ça leur fait, ça a ce côté optimiste, au sens où eux-mêmes, ils peuvent se dire que quelque chose va arriver de ce fait, étant donné que c'est appuyé par des sciences. Du coup, quand je dis appuyé par des sciences, qu'est-ce que j'entends par là ? Pourquoi ? Parce qu'on a montré que le vieillissement pouvait potentiellement être considéré comme une maladie parce que les transhumanistes s'inspirent de découvertes en biologie de l'évolution, de recherches appliquées en biologie moléculaire et cellulaire, mais aussi de l'évolution du contexte de santé qui rend poreuse la distinction entre thérapie, augmentation, maladie, etc., etc. Et du coup, en fait, on va se rendre compte que les biologistes se posent de plus en plus les mêmes questions autour du vieillissement. Les biologistes se posent aujourd'hui vraiment la question de est-ce que le vieillissement doit être considéré comme une maladie ? Les biologistes qui travaillent sur cette question, bien sûr. Êtes-vous transhumaniste ? C'est ma dernière partie, je vais faire très vite. Elle est un peu plus courte que celle d'avant. Il faut savoir que êtes-vous transhumaniste ? C'est une question qui a été posée à un biologiste. Donc là, c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a une pression médiatique qui va commencer à interroger les travaux et les conséquences des travaux des scientifiques. Miroslav Radman nous dit « Je ne me considère pas comme un transhumaniste » et il dit par contre, comme il est biologiste, il dit « Ma démarche consiste à vouloir repousser les limites biologiques, corriger les erreurs, renforcer des mécanismes existants, mais toujours en respectant la biologie humaine. » Et du coup, son approche repose sur le rajeunissement biologique. Comme je le disais, les souris, la télomérase, etc. Et là, c'est intéressant parce qu'en fait, il nous dit qu'il veut respecter la biologie humaine, mais en proposant des éléments qui pourraient sembler hors de tout contexte, déjà relevé du discours transhumaniste. Quand il dit « ma démarche consiste à vouloir repousser les limites biologiques, corriger des erreurs, etc. », on pourrait, si je vous dis « c'est un transhumaniste qui a écrit ça », vous me dites « oui, d'accord, c'est cohérent ». Parce que, en fait, ce discours, déjà, relève de quelque chose qu'auraient pu prononcer les transhumanistes. Et lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il va essayer d'opposer vraiment ses travaux au transhumanisme, sous l'aspect de la mécanisation, justement, et de la machine, de la mécanisation du vivant. Il va dire finalement, en réalité, la grosse différence, c'est que moi, mes travaux, ça ne va pas permettre, comme des prothèses, d'implanter quelque chose dans le corps humain.
Je ne vais pas rendre le corps humain machine, je vais le rendre d'autant plus biologique. Et donc en fait, c'est là où il fait une distinction pour lui. Et donc en réalité, c'est aussi axiologique. Pourquoi ? Parce que cette démarcation, en fait, elle sert à Miroslav à ne pas être confondu avec les transhumanistes, mais elle lui sert aussi à pouvoir assurer un discours et légitimer sa propre fonction de biologiste. Donc en fait, ici, on a une vraie tension entre les médias et finalement les scientifiques, à cet égard. La revendication éthique des transhumanistes sur le vieillissement est une maladie, on se rend compte qu'aujourd'hui, les biologistes ont la même. Tout simplement, vous allez avoir par exemple Jean-Marc Lemaitre, je vous fais extrêmement rapidement, je vais simplement lire 2-3 éléments. Il nous dit, aujourd'hui, c'est un biologiste donc, aujourd'hui, la vieillesse, on nous dit que c'est une maladie. En réalité, tout cela, toutes nos maladies, elles ont un facteur commun, à savoir le vieillissement de nos cellules, quand on vieillit. Et de ce fait, le vieillissement, on pourrait le considérer, le vieillissement de nos cellules, on pourrait le considérer comme une maladie en lui-même. Et dans ce cas, on pourrait s'intéresser non pas juste à essayer de dépasser par exemple Alzheimer ou certains cancers, mais à dépasser le vieillissement de nos cellules. On pourrait peut-être considérer le vieillissement de nos cellules comme une maladie à part entière. Et du coup, il nous dit, en fait, tout ça, ce serait des progrès qui seraient paradigmatiques, au sens où ils changeraient le paradigme dans lequel s'inscrit la question de la santé. Il faut savoir que c'est des éléments qui ont déjà été mis en place. Si vous partez du principe, par exemple, aujourd'hui, que le décès est considéré sur la base de la mort cérébrale, avant, ce n'était pas du tout le cas. Le décès était considéré sur la base du décès cardiovasculaire. Donc en fait, aujourd'hui, on a déjà déplacé la catégorie qui fait qu'on déclare quelqu'un en situation de décès. Et donc en fait, les biologistes nous disent aujourd'hui, en fait, ça se trouve, on pourrait encore faire quelque chose et changer des paradigmes parce que les techniques évoluent. Conclusion. Voilà. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est que les différences, elles vont résider dans l'objectif de chaque communauté, au sens où les transhumanistes vont considérer plutôt l'amélioration humaine de manière très hypothétique, là où finalement, les biologistes vont aussi considérer les découvertes scientifiques et le bien-être général applicable de la médecine, tout simplement. Et donc, vous allez avoir ici des enjeux finalement un petit peu différents de la part des deux communautés, mais qui vont reposer sur la même question, à savoir le vieillissement est-il une maladie ? C'était pas la conclusion. J'ai une slide. 20 secondes. Pour la philosophie. Ce qui est intéressant, c'est que la philosophie, elle nous dit tout simplement, le vieillissement ne doit pas être considéré uniquement sous l'aspect biologique. Et elle nous dit, le vieillissement est aussi existentiel. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on pense à la finitude humaine, c'est une caractéristique qui est essentielle. C'est une disposition de l'être humain. L'être humain est temporel. L'être humain est fini, et donc en fait, cette fin le structure en tant qu'être humain. Ce n'est pas uniquement quelque chose de biologique. Être ou aller vers la mort implique que l'humain est un être dont la vie fait sens et se cristallise dans l'histoire précisément parce qu'il se confronte à la mort. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de temporel dans l'être humain qui dépasse finalement cette question sous son angle biologique telle qu'elle est traitée par les transhumanistes et telle qu'elle est traitée par les biologistes eux-mêmes. Je finis sur ça. Merci.